Ils sont nombreux, tous les mercredis à fouler les stades du département. Le rêve, être footballeur professionnel. Un chemin long et parsemé d'embûches. C'est le foot vous invite tous les mercredis de 15h30 à 16h30 avec des spécialistes en plateau pour une vraie réflexion sur nos jeunes dans le concert footballistique. Le rendez-vous, c'est sur Canal 10, bien sûr. Bonsoir à tous, chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances. Et nous voilà repartis pour une nouvelle saison sportive sur la s'entend 2023-2024. Une nouvelle saison où il nous appartiendra de mettre l'accent sur les jeunes footballeurs, souvent oubliés, j'ai envie de dire. Vous donnerez votre point de vue, et oui, à l'antenne, dans cette émission interactive. Est-il quand même besoin de le préciser, car il s'agit de nos jeunes. Une première interrogation: la Guadeloupe serait-elle un vrai vivier pour le foot français? Oui, c'est vrai, quand on sait tous les ans, plus de 600 jeunes, je le dis bien, plus de 600 jeunes joueurs répartis dans les 35 centres de formation dans l'Hexagone quittent leur club sans contrat professionnel après avoir consacré leur dernière année de leur vie à leur rêve. Qu'est-il alors, qu'est-il alors mis en place pour les accompagner, ces jeunes? Que faut-il faire? Un sentiment d'abandon que traversent de nombreux jeunes qui sont contraints de plier bagages après plusieurs années consacrées à caresser l'objectif de signer professionnel. Une situation compliquée, c'est vrai, sur le plan psychologique, pour ces adolescents qui voient une partie de leur monde s'écouler. À cette réflexion, pour nous accompagner tout au long de cette première émission sur le plateau des éducateurs, parents et joueurs, vous donnerez votre temps pour un objectif commun, leur permettre de vivre leur passion, je le disais. Bonsoir à vous, messieurs, dames, qui vous êtes présents sur le plateau. Je vais commencer d'abord avec vous, bien sûr. Je cherche un petit peu ma fiche, à savoir Thierry Bagéa. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Toi qui as œuvré, oui, le micro, tu le prends. Toi qui as œuvré pendant des années en tant que footballeur, aujourd'hui, eh bien, tu es passé de l'autre côté de la barrière, tu es désormais président de la Juventus. Oui, j'ai donné mon temps au football. Et puis après, j'ai été éducateur aussi. Oui. Et après éducateur, j'ai dit, bon, je reste à mon club. Et puis je donne, maintenant je suis président du club. Et puis j'essaie de faire le maximum pour voir si j'essaie d'aider surtout ces jeunes-là. D'accord. Okay. Patrick Aubin, éducateur sportif U13 à la MJCA. Bonsoir. Patrick. Toi, ça fait un moment aussi que toi, tu es là-dedans. Tu vois des choses. Tu as plein de choses à dire, en tout cas aujourd'hui. Ce qui est important pour toi, c'est qu'avec ton club, en tout cas la MJCA, eh bien, tu viens de remporter le tournoi anti-Guyane réservé au U17. Tu vas nous expliquer tout cela, car c'est vrai, c'est un palier qui permet aux jeunes justement de pouvoir progresser dans le football. Tu n'es pas venu seul, puisque tu es avec Madame Marvine Bertilli, qui est parent, et oui, parent de joueurs, et qui fait partie de la MJCA également. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, mon fils aujourd'hui est en U13, mais a commencé le foot, il avait 5-6 ans. Oui. Donc, tout petit. Ensuite, il a gravi les différentes catégories. Aujourd'hui, sa première année en U13. Beaucoup de temps consacré justement à cet enfant. Beaucoup de temps, beaucoup de dimanches, beaucoup de samedis, beaucoup de tournois parfois, les entraînements le mercredi après-midi, le samedi après-midi, voilà. Des choses à dire, c'est vrai, concernant d'ailleurs l'avenir en quelque sorte de ces jeunes. Eddie Nègre, parent sportif, donc lui aussi, toi aussi d'ailleurs, ça fait des années que tu es avec la Juventus de Sainte-Anne. Et là, tu es venu avec ton fils, en l'occurrence Kylian Nègre, qui est joueur justement de la Juve, et au niveau des U17. On est d'accord? D'accord. Alors évidemment, pour m'accompagner dans cette émission, Jean-Baptiste Gassion, qui est notre consultant à Canal 10, et qui lui également, a été pendant
pas mal d'années, plus une dizaine d'années, j'ai envie de dire, en tant que footballeur avec le CSM, et 10 ans, 15 ans même, je dirais, avec l'Étoile. On est d'accord, Jean-Baptiste? Je l'ai dit, c'est 14 avec le CSM et 7 avec l'Étoile. Oui, toi aussi, tu as des choses à dire concernant d'ailleurs l'avenir de ce football guadeloupéen. Alors, et puis évidemment, vous, ces amis téléspectateurs, vous avez le droit d'intervenir, le droit de dire ce que vous pensez de ce football guadeloupéen. Est-il crédible ou pas? Et pour cela, il y a un numéro de téléphone auquel vous allez pouvoir appeler, c'est le 05 90 96 10 10, 05 90 96 10 10, et ce sera d'ici quelques instants. Avec toi, Thierry Bagia. Alors, on va parler donc justement de la Juventa, on va parler de ce football au plan local. Quel est ton regard là-dessus, justement? Au niveau local ou Juventa? Au niveau local. Bon, pour le moment, je pense que bon, il y a énormément de choses à faire. Oui. Bon, même si le Guadaboy fonctionne, mais c'est plutôt avec des joueurs venus d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'ici, je pense que les politiques doivent se mêler un petit peu, déjà pour nous permettre d'avoir une infrastructure mieux que ça. Et je pense que tout passe par là, pour permettre à nos jeunes d'évoluer encore plus, puisque les résultats qu'on montre maintenant, nous sommes satisfaits dans un point de vue, puisqu'on a des jeunes qui passent de l'autre côté. Mais je pense qu'on donne encore plus de moyens. Bon, je pense qu'on aura encore plus de jeunes qui vont arriver au haut niveau et peut-être percer, puisque, comme vous l'avez dit, il y en a beaucoup qui échouent. Et ils échouent Thierry, par rapport... franchement, j'ai envie de savoir, tu as eu l'occasion d'organiser tellement de tournois en tant que président de la Juventa, tellement de tournois. Pourquoi tu as eu l'occasion d'organiser autant de tournois? Est-ce que c'était pour voir un peu l'évolution des joueurs? C'était quoi? Ou bien c'était pour que les politiques puissent se rendre compte tout l'engouement, toute l'importance qu'il y a justement pour donner une certaine possibilité à ces gamins? C'est quoi? Justement, nous, au niveau de la Juventa, on organise ce tournoi justement, qui est un grand tournoi. C'est pour permettre à plus de jeunes de la Guadeloupe d'affronter des équipes d'autres horizons. Puisque bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre en Guadeloupe de jouer entre nous? Surtout quand on est U11, U10, U15. C'est-à-dire que nous, l'an dernier, on a reçu l'équipe de Sarcelles, qui est venue nous dans notre tournoi. Cette année, nous sommes en discussion avec notre équipe de la métropole. Les faire venir, ça permet à plus d'équipes de la Guadeloupe d'affronter ces équipes de la métropole ou de la Caraïbe. Okay? Je pense que justement les politiques doivent se mêler dessus pour mettre plus de tournois à notre portée. C'est pas facile qu'une équipe de la Guadeloupe aille en métropole ou aille dans la Caraïbe, mais c'est plus facile de les faire venir ici. Comme ça, toute la Guadeloupe en bénéficie de l'expérience du niveau du football à l'extérieur, et je pense que ça serait un plus pour notre football guadeloupéen. Qu'est-ce que tu as pu retenir de positif vraiment dans tout ce que tu as organisé comme tournoi? Ben, c'est la joie de vivre des jeunes, très important. L'envie d'affronter les autres. Et puis encore, ça leur donne une dynamique, une envie de continuer le football. Hein, puisqu'il faut savoir que le football, c'est le sport national en premier rang après le cyclisme. Je pense que ça, il y a une ouverture professionnelle. Quel que soit que le jeune devient professionnel, quel que soit le jeune a une tenue professionnelle qui devienne autre que footballeur, mais au moins, ça lui donne une image, une droiture dès le très jeune âge, afin que notre jeunesse puisse trouver une solution demain matin. Oui. Patrick, là, je m'adresse à toi, parce que tu as eu l'occasion de venir combien de fois sur le plateau de Canadis avec des trophées que tu as remportés avec ta formation, à savoir la MJCA. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire, justement, pour ce football guadeloupéen, cela s'entend? Non, mais en fait, je suis peut-être un peu plus éloigné du fait que nous n'avons pas de seniors, donc on n'a pas cet engouement au niveau des seniors, etc. Nous sommes déjà assez pris par le temps avec les différentes sections que l'on a. L'objectif, le but de l'émission, tu as raison quand même de le dire, Patrick. Il faut dire que cette émission-là s'adresse précisément aux jeunes. Oui, aux jeunes. Voilà. Mais en fait, j'allais faire la transition, c'est qu'en fait, il faut des moteurs. Il y a toujours un moteur qui entraîne le reste. Oui. Donc il faut qu'il y ait une politique sportive qui amène cette motivation. Parce qu'en fait, il faut être réaliste. Nous sommes une petite île. Donc, on n'aura deux très bons joueurs qui pourraient avoir sa chance en force hexagonale. On y arrive d'ici quelques Parce qu'en fait, noyé dans cette masse de jeunes, il faut se rendre à l'évidence. En Guadeloupe, on n'a pas 10 000 champions. Oui. Mais en fait, le moteur doit être déjà ici. C'est-à-dire, les bons jeunes, quand ils sortent le cursus MJC, les bons jeunes doivent jouer R3, R1. Et ne pas jouer en U19.
Donc, il faut que ces jeunes aient déjà cette première ambition de toujours jouer avec la catégorie supérieure. Quand tu sors d'un cursus, tu es un bon jeune, donc dans ton équipe senior, tu devrais être promotionné. Si tu n'as pas de place, tu ne joues pas. Mais en fait, à l'époque de Thierry, aux Abîmes, au Sirocco, c'était l'équipe la plus proche pour nous, les bons cadets avaient un double surclassement et jouaient en senior. D'accord. Ici, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Alors, Patrick, est-ce que tu as eu l'occasion, de par le passé, voire même aujourd'hui, d'avoir un ou deux éléments, peut-être voire même trois, qui ont tenté un petit peu leur chance? C'est-à-dire que de par ta formation, de voir et de dire, mais voilà, ces joueurs sont capables justement de pouvoir tenter un petit peu l'aventure. Non, mais sur le nombre d'années que nous existons, nous avons 2023, le jeune Mouko, qui était au CFA, qui a signé professionnel à Dijon. Très bien. Nous avons le jeune Mayout, qui est à Monaco. Nous avons Saint-Ini, qui joue avec les Wada Boy, qui est Obsession. Donc en fait, nous avons toujours eu, mais ce sont un élément sur une durée de temps. Mais en fait, on a toujours eu des jeunes qui ont tenté leur chance, et il y en a ceux qui n'ont pas réussi, mais on a toujours eu... donc on a des joueurs professionnels, on a un autre jeune coquin qui a eu des problèmes de santé, maintenant ça va très bien, maintenant il joue en série C en Italie, il a repris le foot, et il est déjà en série C en Italie. Donc c'est pour vous dire que nous on joue sur la masse d'ensemble, mais dans cette masse-là, le bon joueur, on permet toujours au bon joueur de tenter sa chance et voir s'il peut réussir, tant mieux. Oui. Après, les autres, ils vont jouer R3, ils vont jouer R1, mais s'ils aiment le football, le mal, c'est que beaucoup de jeunes partent et après, face à l'échec, ils arrêtent le foot. Oui, d'accord. Alors, c'est clair, Patrick, d'ici quelques instants, je reviendrai avec toi pour que tu puisses nous faire part un petit peu de cette passion qui t'habite et qui t'anime aussi en même temps. Madame Marvine Bertilli, du temps, c'est vrai, il en faut, et vous en avez suffisamment, vous avez eu l'occasion de donner énormément pour votre fils qui joue justement avec la MJCA. Exactement. Décrivez-nous en quelques lignes, eh bien, disons, votre journée avec votre enfant. Alors, au sein de la MJCA, donc, comme je disais tout à l'heure, il a commencé, il avait 5-6 ans. Donc, les entraînements, initialement, étaient le dimanche de 8h à 10h jusqu'en U9. Ensuite, il est passé en U11, enfin U10, où là, les entraînements, c'était le mercredi après-midi de 15h à 17h30 et le samedi après-midi de 15h30 à 18h à peu près. Donc voilà, c'est du temps, c'est de l'accompagnement, c'est de la présence, c'est de la motivation, c'est de l'engouement, puisque je n'y vais pas à reculons. J'y vais aussi, franchement, je le motive avant les entraînements, je le motive avant les matchs, voilà. Alors, cette motivation passe par quoi? Parce que c'est intéressant ce que vous dites. Alors, je le motive. Pardon. Voilà, je le motive. Donc, Kélian, c'est un enfant qui aime l'école. Donc, pour moi, il y a aussi la partie scolaire qui compte. Donc, pour moi, je le motive en lui disant que le foot, c'est bien. Tu aimes le foot. Aujourd'hui, tu es défenseur. Tout comme à l'école, tu restes là, tu écoutes ton professeur pour pouvoir apprendre. C'est exactement la même chose avec tes entraîneurs. Ils sont là pour t'accompagner, ils sont là pour t'apprendre, ils sont là pour te montrer comment faire. Donc, c'est tout un positionnement, c'est tout un leitmotiv que je lui répète assez régulièrement pour qu'il puisse se donner à fond. Et c'est vrai que parfois, comme je pense un peu tous les joueurs, vous me direz professionnels, il a aussi des moments de coups de mou où comme on dit, il n'est pas dans son match. Je pense que ça arrive à nombreux d'entre eux. Et l'important, c'est de lui dire « Ok, je comprends, mais que demain, il faut faire mieux. » Vous êtes des passionnés au téléphone, ça c'est sûr. Vous qui regardez cette émission, à savoir C'est le foot, c'est une émission spéciale pour les jeunes. En direct, nous avons un téléspectateur ou une téléspectatrice. Bonsoir. Allô, bonjour, bonsoir à tout le peuple guadeloupéen et tout le peuple sportif. Oui. Et surtout à le gars qui fait des dossiers là. Oui. Pour, comment ça s'appelle encore, oublier Noël, parce qu'on a eu beaucoup d'émotions sur moi. Richard Etienne. a dit, et dit. Oui. Et Etienne. Oui, Richard Etienne, voilà. Merci beaucoup, et bonjour. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut vous encore un remerciement à les grands éducateurs qui est voué
parcours en main. Oui, en noir. Alors, non, mais dis-nous, combien de temps que dit nous? Merci à SS, merci à Arsenal, merci à Juvenis, merci à, comment ça s'appelle encore, Galas, qui a joué à Arsenal, qui a fait un grand tournoi aux Antilles, qui a permis que le Guadeloupe a évolué au niveau des jeunes en Guadeloupe. Robert Jacques À part Robert Jacques aussi, parce que c'est très bien. Il y a Gérard Pinson, c'est le frère Wayne. Mais merci à ces gens-là, et merci beaucoup, parce que moi, avec qui je suis en métropole, en retournant en Guadeloupe, et puis, quand il palmarès à moi, après, ça fait suggestion à moi, des problématiques à la jeunesse. À palmarès à moi, j'ai comme sélectionné. Oui. L'Andloïc qui a joué dans les Guada Boys, il fait un fraîcheur. Zibao, c'est le dernier entraîneur qui est passé. Oui. Moko Kenny, c'était le plus grand envoyé en Guadeloupe. Rafa Nival, à ISBM, j'étais avec lui. Et Dimitri Bolivar, il n'a pas jamais sélectionné l'équipe de jeunes en Guadeloupe. Poser la question, Rafa Nival et Dimitri Bolivar, qui n'a jamais été sélectionné dans l'équipe des jeunes en Guadeloupe, et été sélectionné et ont participé à dans problématique. Alors j'ai dit Zibao, que j'ai entraîné, c'est le dernier entraîneur qui a entraîné. Moko, Landloïc, qui a joué dans le Guadeloupe, ils ont Vincent. J'ai fait une carrière à la Restaurant. J'ai fait une carrière à Juventus. Oui, mais est-ce qu'on peut nous j'ai fait une carrière à Connaît-Lamboul, Alors, je vais dire quelque chose. Au niveau des jeunes, les clubs guadeloupéens, donc, on peut parler un peu de nommer non, parce que ça fait un tribunal. À cause de certains clubs en Guadeloupe, à part de MJC, on vient le rebond, c'est Davilliers encore. Un grand bonhomme qui a fait le prix à jeunesse guadeloupéen, qui est tué en délinquance, qui met ça. Respect pour ce gars. Et dommage, il ne pas qu'à récompenser nous. Moi, j'ai jamais non pour récompense. Il faut quand même récompenser. Mais moi, regardez toutes ces sélections de cancer en Guadeloupe là, à part petit, c'est beaucoup. Mais j'ai jamais été récompensé. À part de récompense, ça pour le monde. Mais je vais dire quelque chose. En Guadeloupe. Est-ce qu'on attend moins? Posez une question. Oui, on va poser une question. Déjà, premier butin, c'est qui noir? Isère Vincent. D'accord. Et là. C'est mon baïf, mais il faut être sur la frontière à la Restaurant. D'accord. Alors, quand tu as envie de dire, je dis là, parce que. Tu as envie de dire quelque chose. La jeunesse brisait quelque chose. Et la jeunesse là, moi, on m'a pleurer, on vient pleurer. La jeunesse femme. Mais les hommes ont des violences de la jeunesse. Et puis au niveau sportif, on ne peut pas parler sportif. Au niveau sportif, on ne peut pas parler sportif. On est très violent. Je ne veux pas qu'on soit qu'aujourd'hui, que le cas si on paye 200 € pour passer en licence au niveau football, sans but qui était super bénévole, qui j'en ai fait tirer des délinquants, qui j'en ai fait des champions. Les champions, c'est des choses malheureuses. Maradona, j'ai rencontré Calderon. Calderon, quand il travaille dans Guadeloupe, il dit, il fait dans Guadeloupe. Qui ont fait tirer des gens en délinquance, alors que vous, ramadez la richesse, vous faites politique, tu fais quelque chose. En bas, en liste de jeunes que j'ai fréquentés, j'ai formé, très jeunes, j'ai formé, et arrivé. Et ne réduit pas seulement au niveau du football, mais au niveau moral, mental, et en baillant beaucoup de choses. En cas de sécurité en Guadeloupe, qu'on est là, on a un jeune qui a pris un président d'un club comme ça. Oui. Il a payé jouer. Mais il n'a pas payé éducateur qui est diplômé. D'accord. Vincent, ça, moi, qu'à proposer, c'est que nous pouvons faire d'autres débats, ça c'est sûr, puisqu'en fait, nous avons pas mal d'appels et nous avons pas mal de thèmes que nous devons développer après-midi là. Donc, nous avons d'autres moments, justement, dans l'émission là, ça même, d'autres mercredis, pour nous payer un petit peu plus en profondeur et surtout par rapport à la réflexion. Merci encore, merci de participation à l'émission là. On revient sur le plateau. Avec les invités. Alors, Jean-Baptiste, toi, je l'ai dit, toi, tu as été footballeur, désormais, tu es passé de l'autre côté, puisque maintenant, tu es avec le micro. Quel est ton regard sur ce football guadeloupéen?
Il y a beaucoup à faire. Hein. Il y a beaucoup à faire. Comme je disais, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de moyens, assez d'infrastructures. Il y a beaucoup d'efforts à faire en ce sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, on voit que sont les jeunes qui sont motivés, ils rêvent beaucoup. Et des fois, très souvent, ils ne mesurent pas le travail qu'il y a à faire. Quand tu étais footballeur, ton rêve, c'était quoi? D'être un grand. D'être professionnel. Bah oui. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui ce qui t'a empêché d'être professionnel? Qu'est-ce qui t'a poussé à, disons, à abandonner un petit peu ton rêve? Je ne sais pas vraiment abandonné, c'est que bon, j'ai pas eu, c'était pas aussi ouvert comme maintenant. En fait, maintenant il y a plus de possibilités, mais à mon époque, c'était pas comme ça. C'était des exceptions en fait. Mais après, il faut tomber sur les bonnes personnes. Et à mon époque, il y avait des bons, il y avait des très très bons. Donc j'ai pas eu cette opportunité. Donc à un moment donné, on se dit, bon, on évolue dans des grandes équipes locales et on y reste, on s'y plaît. On va revenir d'ici quelques instants. Eddy Nègre, tu es parent, donc tu es venu avec ton fils également. Et toi, tu fais partie de la Juventus de Sainte-Anne. Toi-même, tu as été footballeur aussi, de par le passé. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à accompagner ton fils? Qu'est-ce qui me pousse à l'accompagner? Donc aussi, bon, comme je dis quand même, il y a beaucoup de choses à faire ici, hein, quand même. Hein. Parce qu'au niveau du football, là, depuis quand j'étais petit, donc on n'avait pas la possibilité comme eux maintenant là, donc d'évoluer, pouvoir monter ce qu'on voulait, quoi. Oui. Maintenant là, les petits jeunes, ils ont tout actuellement là, donc et quand même ça, malgré qu'il leur manque, ils ont tout, il leur manque pas, mais c'est pas suffisant, quoi, pour moi. Oui. Eh oui. Quand je suis à la Juventus là et tout, donc bon, on a un bon encadrement à la Juventus. Oui. Mais il manque quand même, il manque pas mal de choses à faire. Je vais jouer ton sentiment d'ici quelques instants. Kylian Nègre, toi tu fais partie des U17 de la Juve. Mais nous avons en direct avec nous quelqu'un qui réussit, j'ai envie de dire, du côté de la Basse-Terre, et qui est un éducateur, Jean-Marc Joseph. Bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Richard. Bonsoir Jean-Marc. Alors, merci d'être en direct avec nous dans cette émission. Tu es éducateur avec l'équipe du Racing. Tu fais pas mal de choses. Toi-même, tu as évolué au niveau professionnel. Alors, quel est ton sentiment? Quelle est ton analyse, je dirais objectif, au regard de ce qui se passe actuellement dans ce football guadeloupéen? Alors, si tu me questionnes sur au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de la R1, oui. Je préfère m'abstenir. Oui. Maintenant, pour ce qui concerne au niveau du football des jeunes, je crois qu'il y a un gros travail qui est fait par certains clubs. Bon, pas tous les clubs, mais il y a pas mal de clubs qui font un gros travail au niveau des jeunes, avec peu de moyens, avec peu d'infrastructures, avec des terrains qui sont pas adéquats avec nos ambitions. Mais en tout cas, où il y a des clubs, pour les citer, MJCA, CSM, Oui. Sirocco, Stade d'Amantinois, FC Saint-François, Lunar, nous-mêmes le Racing, où voilà, on essaie de faire un gros travail au niveau des jeunes, donc avec des éducateurs formés, et on essaie de faire en sorte que les enfants puissent évoluer dans des meilleures conditions possibles. Oui, Jean-Marc. Alors, c'est clair, on a bien compris ta démarche, on a bien compris ce que tu as voulu nous expliquer. Je l'ai dit en préambule, et c'est une vraie question. De par le passé, la Guadeloupe était considérée comme étant un vrai vivier pour le foot français. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut tenir le même discours? Je pense qu'on peut encore tenir le même discours parce qu'il y a encore pas mal de jeunes qui passent par le centre de Préfaux, oui. En Guadeloupe, donc le Pôle Espoir, et qui vont après voir ailleurs, quoi. Maintenant, c'est vrai que la structuration du football est particulière dans le sens où les clubs n'ont pas les moyens, puisque maintenant le bénévolat est déterminé, oui. Et donc les clubs n'ont pas toujours les moyens de pouvoir faire appel à des coachs diplômés, formés, expérimentés pour s'occuper un peu de leurs jeunes, puisqu'on préfère s'occuper des seniors que des jeunes. Voilà. Ensuite, moi, pour être
pour être avec les gamins. Il y a encore énormément de talent en Guadeloupe. Après, voilà, on a des difficultés sur le rythme des compétitions. Quand on fait nous 8 matchs dans l'année, le petit qui est en métropole, il en fait 40. Le petit martiniquais, il en fait 20. Donc voilà, bon, je sais qu'au niveau de la Ligue, il y a un travail qui est fait actuellement. Pour une première année, les compétitions vont démarrer beaucoup plus tôt cette année. Et je pense qu'on aura un nombre de compétitions adéquates avec les différentes catégories. Mais alors, bon, voilà, le travail n'est pas encore comme il le faudrait. Et donc nos enfants sont en attente d'avoir un nombre de compétitions suffisant. Tu es bien placé pour le dire, Jean-Marc, puisque du côté de la Basse-Terre, je l'ai dit, tu es éducateur au sein de l'équipe du Racing, et tu as des résultats en ce moment. On est bien d'accord? On a des résultats parce qu'on bosse, parce qu'on est bien entouré, parce qu'on a un comité directeur qui nous donne des moyens, parce qu'on a un directeur technique qui adore les jeunes. Et puis on s'est entouré d'éducateurs qui sont quand même des référents. Moi, je suis par exemple dans ma catégorie du 12-13, je travaille avec Erwin Wills. Erwin Wills, c'est pas n'importe qui. Donc, et dans toutes les catégories, on a quand même des référents. En U15 avec Budon Sitio, chez les U11, on a quand même des référents. Et donc, ça nous permet de travailler dans de bonnes conditions avec les enfants. Et puis, c'est vrai qu'on a des résultats. Donc, on a des enfants qui sont partis il n'y a pas très longtemps sur des centres de formation. On a des enfants mais qui sont appelés pour partir. Voilà, donc on fait le travail. Après, on essaie d'expliquer aux parents, surtout, voilà, moi cette année, en catégorie U12 et 13, on a une quarantaine d'enfants. Sur les 40 enfants, il y en a peut-être un qui sera peut-être un jour en football professionnel. Après le reste, comme je dis, moi j'ai formé beaucoup de jeunes. Oui. J'ai beaucoup plus d'ingénieurs, de médecins, de pharmaciens. Mais hier, j'ai mon fils qui est à Daigne, j'étais à la pharmacie. Mon pharmacien, c'est un jeune que j'ai formé il y a 20 ans, qui est pharmacien aujourd'hui. Donc voilà, donc on est là pour former des hommes, on est là pour former de bons footballeurs. Mais on n'est pas là non plus pour faire rêver les enfants et dire que tous les enfants seront de futurs Mbappé. Juste à la toute dernière question, Jean-Marc, vraiment la toute dernière question. Je sais que tu as eu l'occasion tu es quand même quelqu'un d'ambitieux et que tu as un projet très élaboré, je crois, c'est de participer dans une grande compétition. Tu peux nous donner quelques informations relatives à ça? Voilà, on a une génération pour la région de Basse-Terre. On a une génération d'enfants qui sont nés en 2012, donc qui vont avoir 12 ans en 2024. Et donc, grâce à une association qu'on a créée avec pas mal d'éducateurs qui s'appelle la Success Academy, on va participer cette année au Mondial U12 en métropole, qui est le plus gros tournoi U12 d'Europe. Voilà, on sera aux côtés de l'Inter de Milan, de Manchester, de Liverpool, du Paris Saint-Germain, de Marseille, de Nantes. Et je suis persuadé que nos gamins feront bonne figure à ce gros tournoi. Tu ne vas pas très loin, Jean-Marc, puisque j'en ai besoin de toi tout à l'heure, puisque tu nous apprends tellement de choses intéressantes. Mais pour l'instant, nous marquons une pause couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Retour sur le plateau avec les invités. Nous faisons une émission spéciale. De toute façon, c'est une émission que vous aurez tout au long de la saison, version 2023-2024, pour parler d'ailleurs de l'avenir de ce football guadeloupéen et puis surtout les jeunes qui sont quelquefois oubliés, mais qui ont leur importance dans ce football guadeloupéen. Est-ce que nous avons Jean-Marc Joseph en ligne? On l'aura d'ici quelques instants, puisqu'il est en train de nous raconter des choses super intéressantes. Alors Jean-Baptiste, je reviens avec toi. C'est vrai qu'on a entendu pas mal de choses concernant ce football guadeloupéen, et la question que je t'ai posée tout à l'heure, savoir ce qui t'a vraiment empêché d'être footballeur professionnel aujourd'hui, alors que c'était un rêve que tu caressais tout étant un jeune gamin. Et tu nous disais que c'est un choix que tu avais fait, effectivement, c'est d'être professionnel, mais tu étais mal guidé. Oui, effectivement, parce que maintenant, il faut admettre que c'est plus structuré. Maintenant, il y a plus de formation pour les éducateurs, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. À notre époque, c'était vraiment du bénévolat. Il y avait des éducateurs qui sont là, donc on n'était pas vraiment... on avait nos qualités, mais ça n'allait pas vraiment... c'était pas assez poussé. Oui. C'est vrai dans notre époque, mais maintenant là, c'est plus... il y a plus de choses, il y a plus de formation, il y a plus d'ouverture. Donc, et évidemment, pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a
Oui. Ce que tu n'as pas connu, Jean-Baptiste, c'est ce que tu es en train d'inculquer aux jeunes, c'est-à-dire la culture, la vraie culture, puisque tu es avec justement le club de l'ASM. De l'ASM, tu es éducateur aussi, surtout au niveau des jeunes. Qu'est-ce que tu leur donnes comme base? Qu'est-ce que tu leur inculques? C'est la motivation, l'envie de croire en ses chances, en ses possibilités, en ses facultés. Et surtout d'avoir une ligne. Donc il faut savoir aussi que tout le monde n'aura pas cette chance de réussir, tout le monde n'a pas la chance d'arriver au haut niveau. Donc au moins savoir, comme Jean-Marc le disait, avoir une éducation et demain être un homme dans la société, même si on n'arrive pas à passer pro. Parfait. Nous avons retrouvé Jean-Marc Joseph, qui est en direct avec nous depuis la Basse-Terre. Il est en pleine séance de travail avec les gamins. Jean-Marc, rebonsoir Jean-Marc. Alors, deuxième partie de cette émission que nous allons évoquer rapidement. Je l'ai dit, la Guadeloupe, terre de champions, ça on le sait, c'est clair. La Guadeloupe qui a été le vivier pendant quelques temps pour le football français. Aujourd'hui, on sent que c'est un petit peu ralenti. Il y a très peu de joueurs guadeloupéens qui s'affichent dans l'équipe de France, entre autres. Bon, avant de parler de l'équipe de France, je dirais simplement de jeunes qui s'inscrivent dans ce football sous le plan hexagonal. Quel est ton sentiment par rapport à ce que je viens de dire? Je crois qu'il faut rester résolument optimiste. Oui. Comme tout à l'heure je le rappelais, il y a quand même des clubs qui travaillent. Il y a des clubs qui ont des partenariats avec des clubs professionnels, pour ne citer que le Stade Lamantinois. On a le jeune Bélocian qui sort du Stade Lamantinois, donc qui est en équipe de France Espoir actuellement, qui a tout juste 18 ans. Donc le Stade a vraiment un bon partenariat et ils font un superbe travail. Il y a la NJCA qui vient de sortir quelques jeunes également. Voilà, donc il y a des clubs qui travaillent, il y a des jeunes qui sont en train de sortir. On a eu un petit trou, c'est vrai. Après, on a eu du mal à redémarrer parce qu'il y a eu le Covid et puis comme je disais tout à l'heure, le rythme de nos compétitions en Guadeloupe font que nos jeunes prennent du retard par rapport à ceux de la métropole. Voilà. Puis ensuite, il y a des clubs. Voilà, il y a des clubs qui travaillent, qui ont pris le bâton dans les cordes et qui font en sorte que les gamins puissent partir plutôt en métropole sur des tournois ou sur des immersions. Et donc, non, moi, je reste relativement optimiste. Il y a du travail qui se fait. Au niveau de la Ligue, ça commence à bouger. Il y a un jeune, Stanley, qui a repris un petit peu les rênes et qui a envie de dynamiser un petit peu les compétitions de jeunes. Oui. Je pense que si on y arrive, le niveau de nos compétitions va augmenter, le niveau de charge va augmenter pour nos jeunes. Et puis, on va retrouver très rapidement des jeunes au plus haut niveau. Alors, Jean-Marc, justement, on vient de le voir à l'antenne, et puis on le reverra encore d'ici quelques instants. Le jeune, ton fils, en quelque sorte, qui est pressenti pour entrer dans un club là-bas, c'est ça? Écoute, là, pour l'instant, voilà, on est parti cet été. Là, il va repartir à la Toussaint. Il y a des clubs qui souhaitent le voir et le voir en immersion. Je ne vais pas les citer, mais on a pour l'instant 5 ou 6 clubs qui le suivent. Voilà, donc c'est pas le seul au niveau du Racing. Il y en a quelques autres qui sont suivis. Voilà, donc nous on lui laisse le choix. Pour l'instant, voilà, on va un petit peu en immersion. Ça se passe très très bien. Voilà, donc je pense que d'ici quelques temps, on aura de bonnes nouvelles. C'est quoi son point fort, Jean-Marc? L'amour du football, tout simplement. Oui. D'accord, l'amour du football. L'amour du football. Merci. Il faut qu'on inculque à nos gamins. L'amour du jeu. Merci en tout cas, Jean-Marc, d'avoir été c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de mettre en lumière les jeunes, nos pousses, et de mettre en lumière les éducateurs qui s'occupent des jeunes. Merci encore. Merci encore, Richard, 1000 fois. Merci encore. Merci. Deuxième partie justement de cette émission. Nous allons revenir sur quelque chose de particulièrement sensible. Selon vous, messieurs, dames, j'ai envie de savoir, et tout à l'heure tu vas intervenir, Kylian, selon vous, qu'est-ce qui manque à ce football guadeloupéen pour qu'il y ait une évolution? Est-ce que c'est un centre de formation? Je pose la question d'abord à toi, Patrick. Est-ce que c'est un centre de formation qu'il faudrait, par exemple?
Non, je pense que d'abord, avant, le centre de formation peut être une étape, effectivement, pour permettre aux jeunes de franchir un palier. Oui. Il est vrai que quand un gamin est au pôle, c'est un plus, parce qu'en fait, il s'entraîne tous les jours, etc. Ce n'est pas le cas dans son club. Donc, ça lui apporte vraiment une charge de travail utile pour lui permettre de progresser. Mais avant tout, comme Jean-Marc l'a souligné, c'est le niveau de compétition qu'on propose à nos jeunes. Parce qu'en fait, pour que le jeune intègre le CFA, le jeune est d'abord dans un club. Et ce sont les meilleurs qui devraient intégrer le CFA. Mais, il l'a dit, il y a eu vraiment une période où le niveau de compétition proposé aux jeunes, aux très jeunes, le niveau de composition ne permettait pas aux jeunes de vraiment franchir le palier. Donc, les clubs, beaucoup de clubs étaient obligés de faire un système D, c'est-à-dire faire beaucoup de matchs amicaux, faire des tournois pour pallier ce manque de matchs. Donc, la Juventa est un moteur. La Juventa a organisé la saison dernière pléiade de plateaux pour permettre aux jeunes de jouer. Parce qu'en fait, les catégories U9, U11, c'était le désert pratiquement pour ces catégories-là. U7, U9, U11, c'était pratiquement le désert. Donc, si les clubs ne prenaient pas le relais, donc le CFA, c'est le plus, mais avant, c'est le niveau de compétition qui devrait être proposé aux clubs pour permettre à ces jeunes, comme ça se faisait par le passé. Par le passé, le niveau de compétition, puis Benjamin, pour ceux qui s'en souviennent, c'était des matchs, parce que les gamins jouaient par niveau. Et j'ai vu, sous la programmation de cette année, j'ai vu qu'ils ont changé la programmation. Et sur ce que j'ai lu, j'ai pu comprendre qu'après une phase de brassage, les clubs allaient jouer par niveau. Mais c'est une très bonne chose. Il faut que les clubs jouent par niveau. Oui. Si je me déplace pour aller gagner un match 10-15-0, je perds mon temps. Voilà. Les gamins perdent leur temps, ils ne s'amusent pas. L'équipe adverse, les gamins ne s'amusent pas non plus. Donc, c'est inutile, c'est une perte de temps. Oui, alors, Thierry, tu ne perds pas de vue que les infrastructures joue un rôle très très important. Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé de centre de formation, c'était prévu qu'il y ait un centre de formation en Guadeloupe. Ça, je tiens à vous le préciser, messieurs, dames. Vous, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça devait se faire sur le terrain de Memao. Bon, alors, pour des raisons politiques, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais ce que je devais dire aussi, c'est que le président Noël Le Gret, qui était à l'époque le président de la Fédération française de football, il avait fait le déplacement pour cela. Le terrain, il est toujours existant. Mais simplement, la seule chose qui reste à faire, c'est une volonté politique, simplement. Parce que le terrain, il existe déjà. Thierry, on est d'accord? Forcément, comme Pépé dit, de façon, il faut remettre en question le football en Guadeloupe, en fin de compte. Déjà, premièrement, pour les infrastructures, forcément, c'est pas normal que nous sommes en Guadeloupe. C'est pas normal que nous sommes en Guadeloupe, qu'on n'a pas un terrain de foot adéquate à recevoir même l'équipe de France, puisque je pense que ça, c'est une source de motivation énorme pour le joueur. C'est une source de motivation énorme. Que le jeune voit qu'il sait qu'il va jouer, admettons le terrain a été peut-être le Vélodrome, admettons on est bien au centre du Vélodrome, un terrain synthétique, un beau terrain, le jeune voudra toujours jouer sur le beau terrain. Ça, c'est une source de motivation. La première, je pense qu'aujourd'hui, tu as peut-être touché le doigt sur la politique. Il faut qu'au niveau de la région, au niveau du département, il se penche dessus sur une politique sportive énorme, déjà à faire en sorte que la Guadeloupe ait au moins 2 ou 3 stades compétitifs pour recevoir des clubs de l'extérieur. Comme ça, le jeune sait que il y a un beau stade en Guadeloupe, il va faire en sorte pour s'entraîner. Il va rêver de jouer sur le beau stade. Le rêve qui est le reflet de la réalité. C'est tout. Je pense que ça passe par là. Et après, il y a ce que Pépé a dit. Après, c'est la Ligue à s'organiser, à mettre. Parce qu'un jeune, quel que soit 8 ans ou 9 ans, doit avoir un certain nombre de matchs sur une année. Quand un jeune joue 3-4 matchs, le parent paie une licence pour une année, il n'y a pas de plateau. Mais c'est une année perdue. Je pense que la Ligue aujourd'hui se met en place. Le calendrier est sorti. Le championnat des jeunes de U15, U17 démarre cette semaine. Je pense que la Ligue se penche dessus, de savoir qu'il y a un minimum de matchs que chaque catégorie doit jouer pour permettre aux jeunes d'avoir ce nombre de matchs sur une année. Ça passe par là. 05 90 96 10 10, vous pouvez intervenir dans cette émission pour donner votre point de vue, un point de vue relatif d'ailleurs à ce football guadeloupéen. Alors, Kylian Nègre, toi tu fais partie de la Juventus, tu n'as pas encore parlé, hein? Voilà. Donc tu joues avec la Juventus de Sainte-Anne au niveau des U17. Quelle est ta motivation justement dans cette équipe de la Juventus et surtout dans le giron du football guadeloupéen? La motivation, c'est de jouer... Parle bien dans le micro. C'est de jouer senior, déjà le premier objectif, et peut-être d'intégrer un centre de formation après.
c'est tout. Et la motivation, c'est d'aller à l'entraînement, jouer, s'entraîner pour jouer avec les meilleurs. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené dans ce sport? Qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport? J'ai de la famille qui joue depuis tout petit au football. De les voir jouer, ça m'a donné la motivation. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu as des modèles. J'ai quelques modèles, oui. Restons au plan local, hein, après on va aller à l'international. Alors au plan local, c'est quoi ton modèle? Il y a Alphonse qui joue, que j'aime bien voir jouer. Il y a Phaéton aussi. Il y a Gravillon aussi qui joue, que j'aime bien voir jouer aussi. Et voilà. Oui, d'accord. C'est tout. Et Steven David, pour rester avec la Juve, et Vicastillé par exemple? Oui, il y a Vikash aussi, mais il est parti au CSM. Donc, Bon, alors le fait qu'il est parti au CSM, tu ne le supportes plus, quoi? Si, mais voilà, quoi. D'accord. Alors, tu sais, quand on pratique le sport, il y a aussi, justement, en parallèle, il y a les études. Oui. D'accord? Est-ce que tu arrives à associer les deux? Pour le moment, ça va. Je suis passé par le pôle, du coup, on a réussi à... on avait études et football. Du coup, ça continue. En fait, j'ai pu continuer à garder ce rythme et puis ça va. Ouais. Donc, tu n'es plus au pôle? Non. Tu as fait combien de temps au pôle? 2 ans. 2 ans. Oui. Et qu'est-ce que tu as retenu d'intéressant au pôle? C'était le travail, l'intensité, la rigueur. Et puis voilà. Bon, alors, d'accord, tu as travaillé au pôle pendant quelques... En fait, tu as fait ta formation au pôle. Est-ce que tu as, à un moment donné, tu as été retenu peut-être pour tenter un essai, pour faire un essai, par exemple? Pas vraiment. Et pourquoi? Parce qu'il te manquait quelque chose? Peut-être, sûrement, je sais pas. Il y a des clubs qui sont venus nous voir, puis voilà. C'est tout. Ouais. Tu joues à quel poste? Défenseur et défense milieu. D'accord. Edine, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu finalement que ton fils qui a passé quasiment 2 ans au pôle, et c'était quoi? C'était la rigueur? C'était quoi pour toi? Parce qu'il fallait aller de temps en temps, il fallait aller quasiment tout le temps au stade, c'est ça? J'étais tout le temps derrière lui, hein, donc pour moi, avant tout, c'est l'école, hein, déjà, donc, et après le foot, ça passe en deuxième plan, là. Et donc... Et est-ce que oui, et est-ce que bon, lui-même il a dit, hein, il y avait des observateurs, il y a des gens qui venaient, mais toi, est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit, bon, puisqu'au niveau du pôle finalement ça n'a pas marché, je vais peut-être partir avec lui. Bon, il voulait il voulait partir en métropole. Ouais, mais partir en métropole, étant tout jeune comme ça, donc même si j'ai des parents là-bas, des frères et sœurs, donc mais il faut quand même qu'il y ait les parents derrière pour suivre, quoi. Donc c'est pourquoi que j'ai pas pu partir avec lui pour tenter l'expérience, quoi. Et oui. Madame Marvine, une question quasi similaire. Hein. Votre fils, est-ce qu'il est... Non, il a quel âge là, maintenant? Il aura 11 ans. 11 ans. Oui. Donc finalement, il n'est pas encore au pôle, ça c'est pas possible. Non, pas encore, mais c'est son souhait. Alors, on s'est déjà renseigné, je crois que c'est à partir de la 4e ou de la 5e, 4e, je ne sais plus. Oui. Donc c'est son souhait. Après, c'est à lui de faire ses preuves, c'est à lui de travailler aussi bien à l'école que sur le terrain, parce que tout passe par le club aussi. Donc c'est le club en fait qui prend attache avec, enfin le pôle qui prend attache avec le club et qui vont ensemble s'il y a possibilité d'eux. Donc on verra. On verra. Pour le moment, il vient de rentrer en 6e, donc oui. Comme disait M. Nec, on est à fond sur la scolarité. Aujourd'hui, il arrive à tenir le rythme avec les deux, donc tant mieux. Mais voilà. Il joue à quel poste déjà? Il est défenseur ou milieu, un peu comme Kylian. Enfin, il s'appelle Kylian, donc un peu pareil. Oui, d'accord. Et très élancé? Ah non, il est comme sa maman, très petit. Très petit, mais franchement, il a beaucoup, enfin, entre les 2 dernières années... Très athlétique. C'est ça, exactement. Et ces 2 dernières années, il a grandi, il a beaucoup changé, il a évolué, il a mûri. Parce que c'est vrai que c'était un enfant initialement, comme je l'ai dit, il a commencé, il était assez jeune, donc assez réservé, assez craintif. Voilà, aujourd'hui, il va au combat, comme on dit, il va au charbon, puis il est défenseur. Donc, son objectif, c'est... Son équipe, les attaquants n'ont pas réussi à mettre de but, lui en tout cas il ne faut pas qu'il en prenne. C'est son objectif aujourd'hui. Donc. Alors, vous savez, très souvent, ce qui est lié un petit peu à l'échec pour entrer dans le système professionnel, c'est le silo familial. Alors, ce qu'on entend par le silo familial, très souvent, les parents n'aiment pas justement se séparer de son enfant.
Alors, c'est l'une des questions que je vais vous poser. Par exemple, votre fils, vous dites très bien qu'il arrive à associer les deux, c'est-à-dire les études avec le sport. Est-ce que vous seriez prête demain, si il a du talent et que cela se voit, s'il doit partir, par exemple, étant jeune, vous allez le laisser partir ou alors vous direz non, simplement mon fils reste avec moi? Non, non. Aujourd'hui, je suis prête à le laisser partir si c'est son choix, si c'est son rêve, aussi. Bien évidemment. Je l'ai toujours accompagné aujourd'hui, en tout cas au plan local, de tous ses entraînements, tous ses matchs, je suis toujours présente, sauf aujourd'hui, bien évidemment, parce que je suis là, mais en général, je suis toujours à ses côtés, toujours au bord du terrain, motivée. Je ne suis pas assise dans ma voiture à regarder au loin. Donc, s'il a la possibilité de se faire détecter et puis de partir, je ferai en tout cas mon maximum pour être à ses côtés et le soutenir dans son rêve. Patrick. Oui. Non, juste 2 mots sur Kylian. La notion de poste à cet âge-là n'est pas définie. Hein. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais après, le gamin qui a des possibilités, c'est-à-dire, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire, le gamin qui a des possibilités, il faut qu'il y ait une éducation sociale, c'est-à-dire le comportement, la tenue, une éducation alimentaire, parce que beaucoup de gamins ne mangent pas de fruits. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau des articulations, au niveau des genoux surtout, parce que les gamins ne mangent pas de fruits. Les gamins, souvent, ne pratiquent que pendant les 2 séances avec le club. Ça aussi, ce n'est pas l'idéal. Donc, en fait, c'est tout un ensemble de choses qui permet, et quand le gamin est bon, il faut que la tête aussi accompagne. Le gamin doit être dans sa tête, fort dans sa tête. Parce qu'en fait, si c'est les parents qui font tout pour le gamin, ça ne va pas marcher. Il faut le gamin dans sa tête. Il faut qu'il soit fort avec les pieds, mais il faut qu'il soit aussi fort dans sa tête. Les deux vont ensemble. Ouais. Quel que soit l'âge, d'ailleurs. Quel que soit l'âge. Oui. L'autonomie, quand même. L'autonomie, il faut qu'il soit autonome. Ouais, oui. Mais tout à fait. Parce qu'en fait, on a beau expliquer aux gamins et les mettre face à la réalité très tôt. C'est-à-dire que le gamin, souvent, à la musicienne, on connaît ça. On pose la question naïve, qui veut être professionnel? Beaucoup de mains en l'air. Oui. Beaucoup de mains en l'air. Mais c'est le rêve, gamins ne mesurent pas, en fait, le chemin qu'il y a à faire pour arriver jusque-là. Oui. Parce qu'en fait, ils sont devant la télé à regarder les matchs, ou alors ils jouent à la PlayStation, mais il faut leur faire comprendre très tôt que ce n'est pas du football. La PlayStation, ce n'est pas du football. Le foot, le sport, d'une manière générale, a sa réalité. Alors qu'il y a d'autres gamins, très petits, les gamins savent, même s'ils n'atteignent pas l'objectif, mais ils vont continuer à jouer au foot parce qu'à la base, ils aiment ça. Donc, on les retrouve peut-être dans R1, mais ils vont continuer le foot parce qu'à la base, ils aiment ça. Donc, face à l'échec, ils vont surmonter cet échec-là parce qu'à la base, ils aiment le foot. Et comme Joseph l'a dit, la chose la plus importante, c'est aimer le sport que tu fais. Et après, tu vas te donner des moyens pour pouvoir réussir dans le sport que tu fais. Alors, Thierry Bagéa, toi, tu en as vu tellement, tu en as vu passer pas mal de gamins. D'ailleurs, Patrick disait quelque chose de très intéressant. Ça se voit lorsqu'un jeune doit arriver sur le plan footballistique, ça se voit. Pourquoi? Parce que c'est un passionné déjà, et étant tout jeune, il est déjà avec son ballon, il a des repères, au toucher de balle par exemple, on est bien d'accord, hein, ce sont des gestes qui ne mentent pas. Oui, de toute façon, le champion, il y a des paramètres. Bon, on voit ça tout de suite sur le comportement du jeune. Le comportement du jeune, tout de suite, tu vois, il aime le ballon. Déjà. Il aime le ballon, mais tu vois qu'il veut s'entraîner. Ça passe par là, hein. Tout passe par les entraînements. Tu peux être très bon, si tu ne t'entraînes pas, tu vas pas arriver. Tout de suite, tu vois, sur ce jeune-là, il a des possibilités pour aller plus loin. Et puis après, au fil du temps qu'il grandisse, il y a la cellule familiale aussi qui doit conduire le jeune. Parce que, bon, comme le garçon disait aussi, dans notre temps, c'était pas pareil. Maintenant, les parents ont la possibilité de partir avec les enfants. Dans notre temps, quand un jeune partait, il partait seul. Il partait seul, il était perdu en métropole, tout seul. C'était compliqué. Aujourd'hui, dès que le jeune, tu as vu, Jean-Marc même a parlé de son fils. Jean-Marc, ça c'est sûr qu'il va partir avec son fils. Quel que soit où qu'il va, le fils peut aller avec son fils. Mais dans le temps avant, dès qu'un jeune était bon, il partait à l'abandon.
C'était compliqué. Alors, le jeune aujourd'hui, s'il veut arriver, déjà, il faut qu'il aime le football, il faut qu'il aime aussi s'entraîner, et puis je pense après, la cellule familiale va suivre, et puis je pense que ça va arriver. Et puis, il faut dire aussi, Patrick, que lorsqu'un recruteur, par exemple, ou alors un recruteur, ou alors un observateur, il voit un joueur qui a du potentiel, on le fait venir avec le club, mais il faut dire que derrière, ils font venir aussi les parents. On est bien d'accord, Patrick? Il faut bien préciser à nos amis téléspectateurs. Concrètement, aujourd'hui, comment ça se passe? Non, en fait, c'est une relation à trois. Oui. C'est-à-dire, s'il y a un recruteur qui veut un gamin, donc il faut déjà une relation avec les parents, qu'il rencontre les parents et qu'il rencontre le club aussi. C'est une relation à trois. Oui. Si c'est la relation uniquement parent-recruteur, ça ne peut pas marcher non plus. C'est une relation à trois. On se connaît, on se voit, on parle, et après, nous sommes de bons conseils. Enfin, les clubs, les éducateurs, les clubs sont de bons conseils pour leurs pratiquants. Donc, on donnera toujours de bons conseils, mais c'est une relation à trois. Et après, c'est codifié. Si le gamin parle, donc c'est déjà, il y a une certaine règle qui veut que un des parents accompagne par rapport à l'âge de l'enfant. L'enfant est mineur, etc. Donc, ce sont des choses qui sont déjà codifiées. Parce qu'en fait, il faut faire attention aux... comment je dirais il y a certaines personnes qui viennent ici et qui racontent plein de choses, en fait. Ils enflamment. Qui font rêver les enfants. Voilà, ils font rêver les enfants, mais ces gens-là ne sont pas crédibles. C'est la raison pour laquelle il faut le regard de quelqu'un qui connaît. Voilà, il faut ce regard-là, parce qu'il y a des gens qui racontent plein de choses. Et on a déjà vu plein d'exemples comme ça, que les parents se laissent entraîner ce genre d'aventure, et ça finit toujours par une catastrophe. Merci en tout cas, Patrick. C'est considéré comme étant ta conclusion, puisque nous arrivons au terme de cette émission. Madame Marvine Bertilli, un mot très rapide concernant d'ailleurs cette émission et puis surtout le football guadeloupéen, mais très rapide, en guise de conclusion. Alors je vous remercie pour cette émission de mettre en lumière un petit peu le football et la jeunesse. Je remercie aussi les éducateurs qui font un travail formidable, parfois du bénévolat, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur bienveillance, de leur encadrement. Et j'espère vraiment que des infrastructures sont mises en place, que les choses seront codifiées et puis vive le football, que les jeunes continuent à donner de leur passion, de leur amour, et voilà. Thierry. Moi, ce que je peux dire, c'est que les instances politiques un peu aident le sport, surtout le football en Guadeloupe, et puis je pense qu'on a des talents, et puis ils ont besoin d'un soutien. Moi, je pense plutôt l'aspect politique, pour conduire le sport en Guadeloupe. Jemba? Je reviens sur oui, toujours donner des moyens à notre jeunesse. Ils en ont besoin, et surtout que ces jeunes aussi savent qu'il faut travailler, il faut croire aussi, mais pour aussi donner les moyens aussi. Eddy, à toi. Moi, je dirais que les enfants aient envie de pratiquer ce qu'ils veulent, quoi. Le foot là, et ils continuent comme ça, de leur voix. D'accord. Et toi, Kylian? Que le football guadeloupéen continue à évoluer. Et puis c'est... Merci. Tu n'es pas très bavard, mais enfin, certainement sur le terrain, tu prouves que tu es un excellent joueur. Merci à vous, messieurs, dames, d'avoir participé dans cette première émission. Merci aussi à vous, chers amis téléspectateurs. On va se retrouver mercredi prochain pour un deuxième numéro. Et là, nous allons parler encore de football, surtout au niveau des jeunes. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir.